Alors, rapidement, donc l'Union syndicale solidaire s'est construite officiellement en 1998, donc il y a 15 ans maintenant. C'est la rencontre d'histoires syndicales différentes, à la fois des syndicats comme le syndicat Sud PTT, qui a été créé effectivement il y a 25 ans par des militants et militantes exclus de la CFDT à l'époque pour avoir soutenu des luttes, mais aussi de syndicats qui avaient une autre histoire venant de la CGT historiquement et qui étaient des syndicats dits autonomes qui avait refusé de choisir entre FO et la CGT en 1947. Donc, en fait, l'Union syndicale solidaire, c'est le projet d'un syndicalisme alternatif aux confédérations classiques et avec des histoires syndicales différentes et donc qui ont construit ensemble un projet syndical, donc l'Union syndicale solidaire. Pour rapidement donner ces quelques caractéristiques, c'est à la fois un syndicaliste qui veut être, en tout cas, démocratique au sens de son lien aux salariés et donc moins institutionnel, ou en tout cas le moins institutionnel possible. C'est un syndicalisme aussi qui inscrit son action dans la convergence avec les mouvements sociaux en général. Ça nous semble important parce que ce qui se passe dans les entreprises, ce qui se passe dans les administrations, ça a à voir avec ce qui se passe dans le reste de la société et même, je dirais, avec ce qui se passe en général dans le monde. Donc, c'est important d'avoir cette vision un peu globale et pas seulement la vision sectorielle. Et puis, c'est aussi un syndicaliste qui s'inscrit toujours dans l'idée de transformation sociale, même si derrière ce mot-là, on n'a pas forcément un projet de société clé en main, comme ça pouvait exister dans les années 70, quand on parlait de socialisme, quand on parlait de communisme, quand on parlait d'autogestion. Mais en tous les cas, c'est l'idée que, pour reprendre une formule célèbre, le capitalisme ne peut pas être l'horizon indépassable de l'humanité. Bon. Donc voilà, c'est un syndicaliste qui aussi, évidemment, cherche à être unitaire, en sachant qu'il y a des débats dans le paysage syndical français. On l'a vu au moment de l'accord national interprofessionnel sur la compétitivité des entreprises au mois de février. Il y a eu une grosse divergence dans le mouvement syndical français avec des syndicats qui ont soutenu cet accord qui est devenu loi et des syndicats qui sont opposés comme la CGT ou comme Solidaire. Et je pense qu'on va avoir le même débat sur la question des retraites, mais on en reparlera peut-être. Donc c'est un syndicalisme à la fois, je dirais oui, de transformation sociale, de lutte et qui essaye en tous les cas d'être un syndicat démocratique. Aujourd'hui, Solidaire représente un peu plus de 100 000 adhérents, est présent à la fois dans le secteur public, dans les fonctions, la fonction publique, mais aussi dans les entreprises publiques, mais aussi présent dans le secteur privé. Bon, c'est une jeune organisation syndicale à l'échelle du temps du mouvement ouvrier, et en même temps, c'est une organisation syndicale qui se construit, qui se développe, et qui a acquis une petite légitimité dans le paysage syndical français, tout en restant modeste, bien sûr. D'abord, effectivement, le syndicalisme, je dirais, quand il s'est construit à la fin du 19e siècle, il s'est construit avec une valeur d'internationalisme. Hein. C'était l'époque du mot d'ordre prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Et je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, enfin, et pour Solidaire, reste fondamental aujourd'hui. Et peut-être d'une certaine façon, c'est peut-être encore plus important et plus nécessaire dans la mesure où on est effectivement à la période d'une mondialisation capitaliste extrêmement poussée et on a face à nous des multinationales extrêmement puissantes qui passent allègrement par-dessus les frontières. Donc et on a aussi des politiques mises en œuvre tant au niveau européen qu'au niveau mondial par les instances internationales et qui sont mises en avant par les instances comme le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l'Organisation mondiale du commerce, qui visent à généraliser la concurrence entre les peuples et entre les salariés sur l'ensemble de la planète. Donc je crois que cette question d'une dimension internationaliste du syndicalisme, elle est absolument décisive. Alors après, c'est dans la concrétisation, ça peut passer à la fois par des liens qui se tissent avec des organisations syndicales. Bon, Solidaire est engagé dans une série de contacts et de liens. C'est aussi des choses qui peuvent se faire concrètement sur des secteurs professionnels. Par exemple, dans des multinationales comme Orange, aujourd'hui, eh bien, notre syndicat SUPTT travaille concrètement avec des syndicalistes d'autres pays en Europe ou d'autres pays dans le monde où cette multinationale est présente. Bon. Mais ça peut être aussi sur des groupes comme, je sais pas, des groupes automobiles qui sont présents dans différents pays. Donc, on voit bien qu'il est aussi important de tisser des liens pour justement éviter, ou en tous les cas contrecarrer
les stratégies des multinationales qui visent encore une fois à mettre en concurrence pour toujours tirer vers le bas les conditions sociales et les conditions d'exploitation. Bon, donc cette question, elle est vraiment décisive. Alors après, Solidaire n'est pas engagé dans les structures internationales du syndicalisme, comme la Confédération européenne des syndicats pour l'Europe et la Confédération syndicale internationale au niveau planétaire, pour différentes raisons. Bon, à la fois sur la CES, il est évident que pendant longtemps, le rôle de la Confédération européenne des syndicats a été quand même plutôt un rôle d'accompagnement de la construction bon, du projet européen, du projet libéral européen. Et donc on avait et on a toujours un certain nombre de divergences. Et puis on pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être dans ces structures pour tisser des liens directement avec des organisations syndicales. Solidaire a des liens avec des organisations qui sont affiliées à la CES, affiliées à la CSI, voire certaines qui sont toujours affiliés, c'est notamment le cas dans des pays d'Afrique, par exemple, à la Fédération syndicale mondiale, qui était une des confédérations internationales, bon, liées un peu à l'Union soviétique, etc. Mais malgré tout, il y a encore des grosses confédérations en Asie ou en Afrique qui sont engagées dans la FSM. Donc, nous, on a des liens avec des organisations qui ont ce niveau d'engagement international et d'autres organisations qui, comme Solidaire, n'ont pas fait le choix d'être partie prenante de ces institutions syndicales internationales. Et pour nous, c'est pas un obstacle. Ce qui est décisif, c'est un peu le positionnement de syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Après, on sait aussi que le paysage syndical d'un pays à l'autre est extrêmement différent. En France, il y a une histoire syndicale avec différentes organisations syndicales, bon, qui renvoie à l'histoire de construction du mouvement syndical dans notre pays. Dans des pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, par exemple, il y a une confédération unique avec à l'intérieur des courants, des sensibilités tout à fait différents. Et donc, bon, voilà. Donc, en tout cas, pour Solidaire, la ligne n'est pas de choisir des organisations qui seraient affiliées à des instances internationales ou des organisations qui ne seraient pas affiliées, mais bien sur un contenu du syndicalisme et une vision du syndicalisme qu'on peut partager. Il y a deux types de problèmes. Il y a un premier problème qui est un problème de fond, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pendant longtemps, la Confédération européenne des syndicats s'est vraiment construite en partenaire de la construction européenne. Et une construction européenne qui s'est faite, on y reviendra peut-être, sur des bases effectivement libérales, bon, donc et de mise en concurrence à l'intérieur de l'Europe, des pays et des peuples. Bon. Donc ça, évidemment, c'est un type de syndicalisme dans lequel Solidaire ne pouvait pas se reconnaître. C'est aussi une organisation qui, jusqu'à ces dernières années, n'a pas cherché à construire des rapports de force au niveau européen. Bon, alors c'est vrai que depuis 2-3 ans, 3-4 ans, avec évidemment le développement de la crise et de l'échec de l'Union européenne, l'échec économique, mais aussi l'échec social évidemment, on sent bien qu'il y a des débats dans la Confédération européenne des syndicats et qu'il y a des organisations qui poussent sans doute à un peu plus de combativité. Mais pour l'instant, c'est quand même pas, c'est quand même pas à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'une organisation comme la CES, qui regroupe effectivement des millions de syndiqués et beaucoup d'organisations en Europe, soit un peu plus dynamique dans la construction de rapports de force au niveau européen. Bon, la deuxième chose qui est secondaire mais qui compte quand même, il faut savoir que pour rentrer à la Confédération européenne des syndicats, il faut l'accord des syndicats du pays concerné. Il faut savoir que quand la CGT a fait le choix, il y a quelques années maintenant, de rentrer à la CES, elle est restée à la porte pendant très longtemps, puisque des organisations comme la CFDT et comme Force ouvrière ont bloqué son entrée. Bon, il est clair que si aujourd'hui, si Solidaire faisait le choix de demander à rentrer, je pense qu'il y aurait énormément de blocages. Et donc, finalement, aujourd'hui, pour nous, c'est pas la priorité. C'est-à-dire que on est assez pragmatique. À la fois, sur le fond, on se retrouve pas vraiment totalement dans ce qui est les orientations, les positionnements de la CES. Et deuxièmement, de toute façon, on sait parfaitement que si on demandait notre entrée, ça serait beaucoup d'énergie, de l'argent, puisque c'est aussi, ça coûte quand même les cotisations à payer à CES, et beaucoup de temps dépensé, sans doute pour être bloqué pendant plusieurs années. Donc franchement, on pense que notre énergie vaut mieux le mettre à travailler à des contacts avec des organisations syndicales, y compris membres de la CES, ça ne nous pose aucun problème. Il y a évidemment des pays, je pense par exemple à l'État espagnol ou à l'Italie, où il y a une tradition de syndicalisme de lutte
d'organisations qui ne sont pas la CES. Bon, je pense par exemple en Espagne, dans l'État espagnol, il y a à la fois la Confédération Générale du Travail, donc syndicalisme bon, d'obédience anarchiste, hein, mais qui s'inscrit dans l'histoire sociale de l'Espagne. Mais il y a aussi, par exemple, l'intersyndicale alternative de Catalogne, bon, qui est très présente, comme son nom l'indique, en Catalogne, mais surtout dans le secteur public et dans l'éducation. En Italie, vous avez aussi la tradition depuis les années 1970 de ce qu'on appelle le syndicalisme de base. Alors avec une myriade d'organisations syndicales de base, souvent très éclatées par ville, par secteur professionnel, mais qui représentent quand même une certaine force. Bon. Donc on travaille avec ces organisations, mais on travaille aussi, par exemple, en Belgique, avec des syndicats ou même des confédérations comme la FGTB, qui est une des deux principales confédérations, ou la CSC, la Confédération syndicale chrétienne, mais soit avec des secteurs de ces confédérations, soit même avec ces confédérations. Par exemple, on a travaillé dans l'Alter-Sommet ou sur des ateliers dans le Forum social mondial de Tunisie. Donc, je veux dire, il n'y a pas de difficulté. Pour nous, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on ait des convergences à la fois sur ce qu'il faut faire en Europe, l'analyse de la construction européenne, mais aussi sur le fait que ces organisations aussi sont à la recherche de convergence avec un syndicalisme de lutte. Donc c'est vraiment ça qui nous motive et qui nous mobilise. Voilà. Après, par exemple, dans un pays comme la Grande-Bretagne où il n'y a qu'une confédération, eh bien, on travaille avec des secteurs. Par exemple, je pense à RMT, qui est la Fédération des transports, avec lequel notre syndicat Sudrail a des contacts depuis très très longtemps. Bon, RMT, effectivement, dans une confédération adhérente de la Confédération européenne des syndicats, de la CES, et en même temps, RMT partage avec nous beaucoup de critiques sur la CES et son absence de stratégie de construction de mouvements sociaux. Donc on voit bien que l'appartenance ou non à la CES n'est pas un critère en tant que tel pour déterminer qui est dans le camp du syndicalisme de lutte et qui ne l'est pas. Effectivement, je pense que quand on regarde un peu l'histoire, ça a d'abord été, et je pense que c'est pas un hasard si la CES s'est construite dans les années 70 réellement, et donc à peu près dans la même période où l'Union européenne se développait et se construisait. Bon. Et donc je pense qu'il y a eu effectivement une volonté de l'Union européenne en construction d'avoir un interlocuteur, bon, disons institutionnel, et donc, il y a eu un appui à la construction de la Confédération européenne des syndicats. Il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Je pense à quelqu'un comme Corinne Gobin, qui est une chercheuse belge, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la CES et sa construction en regard et en miroir à la construction de l'Union européenne. Bon. Et effectivement, je pense que le problème, c'est que la CES a longtemps été une institution avec assez peu de liens avec les organisations syndicales nationales. Et il y avait une déconnexion assez forte. Bon. Je pense qu'encore une fois, les choses bougent sans doute peut-être un peu, encore une fois, à cause des effets de la crise et à cause du fait que des organisations syndicales dans chacun des pays européens voient bien qu'il y aurait besoin de rapports de force au niveau européen. Bon. Donc je pense qu'il y a des débats, on verra comment ça avance dans les années qui viennent, et peut-être que l'avenir fera qu'il y ait un peu plus de liens entre les mouvements sociaux, la réalité des mobilisations dans chacun des pays et ce qui se fait ou ce qui se fait pas au niveau de la CES. Mais en tous les cas, la CES a été longtemps comme quelque chose, j'allais dire, suspendu un peu en l'air, déconnecté des réalités sociales de chacun des pays, des réalités syndicales et des mobilisations sociales de chacun des pays. Enfin, je crois qu'on peut le voir comme ça. Et que effectivement, l'Union européenne pouvait se prévaloir d'un dialogue social avec la CES, et la CES pouvait se prévaloir d'être reconnue par l'Union européenne, mais en tant que tel, ça n'a pas été un contrepoids, en tous les cas, ou un contre-pouvoir face à la construction libérale et néolibérale de l'Union européenne. Alors nous c'est un peu compliqué de le savoir parce que comme on n'est pas dedans, on a quand même assez peu d'éléments sur comment les choses fonctionnent. Très honnêtement, je ne sais pas. Enfin, il faudrait demander à des organisations, je pense comme la CGT, qui
bon, qui est dans la CES et qui en même temps porte sans doute à l'intérieur un point de vue plus de mobilisation que d'institution. Je n'ai aucune idée de comment les décisions sont prises. Par exemple, quand il y a des projets de directives européennes qui concernent le syndicalisme directement, comment la CES travaille. Est-ce que c'est simplement dans ces instances de représentation des différents pays ou est-ce qu'il y a des processus de consultation? J'ai pas l'impression qu'il y a des processus de consultation qui descendent, disons, de façon importante vers le terrain, mais faudrait-il encore le vérifier, quoi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de retard dans le mouvement syndical à s'emparer des thématiques européennes, soit parce que bon, il y avait effectivement dans les faits par les confédérations une espèce de délégation à la CES pour traiter de ça, soit aussi parce que ben, de fait l'essentiel des mobilisations, des rapports de force, des discussions se faisait au niveau national. Donc effectivement l'Union européenne s'est construite encore une fois sur des bases très libérales et de fait, le mouvement syndical n'a pas forcément pris à temps, de mon point de vue, la mesure de ce qui était en train de se passer. Bon. Et c'est en fait, je pense, à la fin des années 90, au début des années 2000, un peu en même temps que le mouvement altermondialiste, que cet enjeu européen, avec le fait que effectivement les directives européennes prenaient de plus en plus de poids dans la législation nationale, que le mouvement syndical a été amené bon, à ça. C'est aussi parce qu'il y a eu des choses qui ont été très fortes. Je pense à la fermeture de l'usine Renault-Vilvoorde, je crois que c'était en 99 de mémoire, en Belgique. Effectivement, ça a été quelque chose enfin, de symbolique et qui a marqué les esprits au sens où effectivement une multinationale mondiale et européenne décider de liquider une usine et donc les salariés qui allaient avec comme ça d'un coup de plume finalement. Donc je pense qu'il y a eu des prises de conscience que les multinationales aussi agissaient sur l'Union européenne pour effectivement peser sur les politiques de l'Union européenne et les rendre encore plus libérales et obtenir de l'Union européenne encore plus de déréglementation, etc. Donc je pense qu'il y a eu cette prise de conscience-là, mais avec du retard. Bon, alors, il y a eu je pense que le début des années 2000 a été cette prise de conscience-là. C'est l'époque aussi du développement des forums sociaux européens. C'est pas un hasard si le premier forum social européen a lieu en 2002 à Florence et à Paris en 2003, où là, on voit effectivement une partie du mouvement syndical, en tous les cas, s'impliquer, plus ou moins, mais en tout cas s'impliquer et considérer qu'il faut que le syndicalisme appréhende ces enjeux européens. Bon. Après, évidemment, il y aura toute la période du TCE en 2005, avec en France non seulement une prise de conscience, mais une vraie campagne citoyenne, alors qui a été en partie prise par le mouvement syndical. Hein. Il faut aussi regarder les choses en face. C'est-à-dire que une partie du mouvement syndical en France, je pense notamment à la CDT, a soutenu le TCE. Une autre partie a été plutôt contre. Bon, la CGT a eu des débats compliqués. Hein, chacun, je suppose, s'en rappelle, puisqu'il a fallu, c'était les cas des débats un peu compliqués et que le secrétaire général à l'époque n'était pas favorable à ce qu'il y ait une prise de position de la CGT contre le TCE. Et puis une partie du mouvement syndical, bon, solidaire, a été très impliquée dans la campagne qui s'est menée. Moi, j'ai fait par exemple pas mal de meetings dans pas mal de villes dans le cadre du collectif contre le TCE. Voilà, il y avait un appel qui avait été signé par des syndicalistes, des associatifs et des politiques, et ce qui a permis effectivement de nourrir la campagne avec bon, enfin tout le monde se rappelle toutes ces centaines de débats citoyens dans des petites villes, des grandes villes, enfin l'appropriation citoyenne, et je pense que ça a été vraiment un exercice grandeur nature de démocratie vraiment très importante et de repolitisation d'une société, alors même qu'on avait en face de nous un gouvernement, des médias, enfin bon, qui faisait une campagne absolument rouleau compresseur pour dire qu'il fallait voter pour, qu'il n'y avait pas d'autre solution, que sinon c'était réactionnaire, enfin etc. Bon, je pense que pour nous, en tous les cas, si on s'est engagé comme organisation syndicale dans cette campagne, c'était bien à partir de notre expérience et de notre point de vue syndicaliste. C'était pas un positionnement idéologique comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on savait déjà ce qu'avaient produit les traités précédents.
On savait déjà ce que produisait l'Union européenne en termes de déréglementation, en termes d'attaques sur les services publics. C'est quand même, c'était quand même au nom de l'Union européenne et avec les directives, alors bien sûr acceptées par les gouvernements, parce que là-dessus, je pense qu'il faut être clair, c'est-à-dire que euh, il faut mettre en cause les politiques de l'Union européenne, mais on sait que les politiques de l'Union européenne, elles sont avalisées par les gouvernements. Donc, évidemment, il faut toujours articuler les deux. Par exemple, la privatisation de France Télécom. Enfin, moi, je viens de la Poste. Je veux dire, la fin des années 90, c'est effectivement les changements de statut des PTT, la privatisation de France Télécom, l'ouverture du capital, etc. Et tout ça au nom des directives européennes. Bon, donc on savait déjà, on pouvait déjà faire un bilan de ce qui existait, et donc on avait analysé le fait que le TCE allait être un stade supérieur en fait à ce qui s'était déjà passé, qui était déjà très négatif, et notamment avec cette affaire de la concurrence libre et non faussée, qui était vraiment un des enjeux emblématiques du TCE, c'est-à-dire que le fait d'inscrire dans un traité de nature constitutionnelle que la concurrence libre et non faussée était, enfin, dans le socle de l'Union européenne, c'était évidemment pour nous, d'un point de vue syndical, quelque chose de totalement contradictoire avec ce qu'on peut porter, nous, par exemple, sur les enjeux européens, qui seraient effectivement l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale, l'harmonisation sur la protection de l'environnement, et évidemment une harmonisation par le haut. Bon, et ça, évidemment, le TCE était complètement le contraire et l'opposé de ce que nous, on pensait qu'il fallait porter pour une Europe des droits, une Europe démocratique, pour un espace européen qui soit effectivement espoir, enfin, et synonyme de progrès social, et non pas de régression et de mise en concurrence des uns contre les autres. Donc pour nous, notre engagement dans la bataille contre le TCE a été vraiment nourri par notre positionnement et notre expérience de syndicaliste. Et encore une fois, parce que je sais que le débat dans la CGT a notamment porté là-dessus, c'est-à-dire de dire que c'était un combat politique et qui, à la limite, qui était réservé aux politiques. Mais nous avons pensé, nous pensons toujours que c'était une aberration de prendre les choses comme ça, parce que c'était fondamentalement un enjeu citoyen et un enjeu politique au meilleur sens du terme. Et d'où l'importance de ce qui s'est passé en 2005, de repolitisation d'un débat qu'on nous présentait comme technique. Oui, ben, évidemment, les gouvernements qui ont suivi n'ont pas renoncé à ce pourquoi ils s'étaient battus en 2005. Bon, donc effectivement, il y a eu le traité de Lisbonne, et puis après, et l'an dernier, il y a eu le TSSG, mais donc je pense que les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas renoncé à poursuivre la construction d'une Europe libérale, voire ultra-libérale, dont on voit aujourd'hui que c'est une catastrophe compte tenu de ce qui se passe dans l'ensemble des pays d'Europe. C'est-à-dire que c'est à la fois des orientations économiques qui mènent tous les pays dans le mur, c'est à la fois des orientations qui développent les politiques d'austérité avec les conséquences que ça a. C'est aussi des enjeux démocratiques très importants, parce qu'on voit que la montée de l'extrême droite dans l'ensemble des pays européens, c'est quelque chose qui est d'actualité. Bon. Donc, ce qui est assez terrible, c'est que au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas de réorientation, et au niveau des gouvernements, et notamment en France, et des gouvernements qui se sont succédés, il n'y a pas non plus de volonté politique de réorienter l'Europe sur d'autres bases, alors même que les orientations qui ont été construites au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des traités, sont des orientations qui conduisent, je veux dire, à des catastrophes sociales, à des catastrophes économiques, à des catastrophes environnementales, à des catastrophes démocratiques. Alors, on n'a pas vraiment de position très carrée sur. Non, on n'a pas de position sur la sortie des traités. On n'a pas de position sur ce que pourrait être un gouvernement européen, des choses comme ça. Bon, là, pour le coup, c'est des choses assez compliquées pour une organisation syndicale. Enfin, je veux dire, il, il pourrait y avoir entre guillemets quelques experts dans Solidaire qui aient des idées là-dessus, mais l'idée pour nous, c'est aussi de prendre des positions qui puissent être partagées, comprises et portées par nos réseaux militants et évidemment nos adhérents. Donc pour nous, on s'est toujours situé plutôt effectivement
euh, avec un point de vue syndical qui est celui des conséquences sociales au sens large du terme, et avec l'idée aussi que effectivement aujourd'hui l'Europe est un espace, enfin l'Union européenne est un espace économique important. Je crois qu'on doit être encore à peu près à 70% des échanges économiques des différents pays de l'Union européenne qui se passent à l'intérieur de l'Europe. Hein. On doit toujours être à peu près dans cette proportion-là, et qu'évidemment on a fait un vaste marché, on a fait une monnaie unique, mais on n'a pas même contrebalancé simplement avec une construction sociale, une harmonisation fiscale. Et c'est ça aujourd'hui le choc qui est en train de se produire. C'est-à-dire que on a privilégié effectivement, je veux dire, la construction de la monnaie unique, et on n'a absolument pas mis en avant qu'une monnaie devrait être un outil au service des besoins sociaux et pas l'inverse. Bon, et enfin, fondamentalement, j'allais dire l'erreur, qui n'est évidemment pas une erreur, qui est un choix qui a été fait. Le cœur du problème, il est quand même là. C'est-à-dire que c'est pas un projet économique au service d'un projet politique et d'un projet politique de progrès social, c'est le contraire. Bon, et ce qu'il y a derrière ça, évidemment, c'est, je pense que ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire que les multinationales dont on parlait tout à l'heure ont intérêt à une déréglementation totale en Europe et à liquider ce qui reste encore de ce qu'on a appelé, entre guillemets, le modèle social européen. En tous les cas, ce qui a existé au moins dans l'Europe de l'Ouest à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui a été effectivement des droits collectifs, de la protection sociale, du droit du travail, etc. Bon, qui était un peu généralisé, évidemment, avec des insuffisances. Hein, c'était pas le paradis sur terre, enfin, quand même, du droit collectif, etc. Et je pense que l'enjeu, c'est effectivement d'en finir avec ça, parce que c'est un obstacle à la réalisation des profits des multinationales. Enfin, on est dans du basique et dans du dur, mais je pense que c'est quand même ça la question. Bah, je pense que par exemple, nous, comme d'autres mouvements sociaux européens, on a longtemps travaillé avec les marches européennes contre le chômage, qui regroupaient des syndicalistes, mais aussi des associations de chômeurs ou de lutte contre la précarité. L'idée, par exemple, qu'il devrait y avoir un SMIC, non pas un SMIC européen, aujourd'hui, ça serait effectivement compte tenu des niveaux de vie différents, etc. Mais par contre, l'idée qu'il devrait y avoir un SMIC euh, qui soit proportionnel au PIB dans chaque pays, je sais pas, par exemple 50% du PIB, enfin je sais pas si la norme de 50% est la bonne norme, mais en tous les cas c'est cette idée-là, c'est-à-dire de partir de la richesse existante. Bon, ça c'est des choses qui n'ont jamais été travaillées au niveau européen. Je veux dire, la question par exemple d'un système d'assurance, enfin de protection sociale, d'assurance maladie, de retraite qui soit des systèmes publics et non pas des systèmes privés, devrait être quelque chose qui se construise au niveau européen. La question de l'harmonisation fiscale, par exemple, d'un taux d'imposition des sociétés qui soit le même dans toute l'Union européenne, ça serait évidemment quelque chose qui éviterait tout ce qu'on connaît aujourd'hui de paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe. Donc on voit, je veux dire, les propositions, elles existent, enfin elles ont été travaillées par des économistes, par des partis politiques, par des mouvements sociaux, par des syndicats. Je pense que évidemment le problème, c'est qu'il y a eu ni la volonté politique de l'Union européenne, ni la volonté politique des gouvernements. C'est bien ça le cœur du problème. Bah, c'est pas que rien n'a bougé, c'est que c'est pire, je pense. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, je pense qu'on est, au moins, enfin, en Europe et au moins pour la France, dans un pays qui est encore un pays riche, malgré ce que dit le MEDEF à longueur de journée. C'est-à-dire qu'il y a encore, encore un pays qui produit de la richesse, même s'il y a un certain nombre de secteurs en difficulté. C'est encore un pays où, effectivement, il y a un niveau d'enrichissement d'une minorité de la population très importante. Et, euh, et en face de ça, il y a de moins en moins de droits collectifs. Et qui dit de moins en moins de droits collectifs, dit effectivement de plus en plus de difficultés pour certains, du chômage, de la précarité, de la pauvreté, et donc de moins en moins de droits, parce que quand on est dans la précarité, eh ben, pour faire respecter ses droits, chacun sait que évidemment c'est beaucoup plus difficile. Euh, donc je pense qu'on est dans une période de recul extrêmement important, et avec un point, en tous les cas un nœud extrêmement verrouillé aujourd'hui, une espèce de tabou sur la question du partage des richesses. C'est-à-dire que quand on, alors je passe à un autre sujet, mais je pense que ça illustre bien,
quand par exemple, dans le débat sur les retraites, l'argument qui nous est donné aujourd'hui par François Hollande de dire on vit plus vieux, donc on doit travailler plus longtemps, qui était exactement l'argument qui nous était donné en 2010 par Sarkozy et qui avait été précédemment donné par Fillon en 2003 et en 93 par Balladur, c'est oublier une chose importante, c'est que effectivement on vit plus vieux, mais surtout on produit beaucoup plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une heure de travail, on produit, j'ai pas le chiffre en tête, mais 10 fois plus ou 20 fois plus qu'on ne produisait en 1945 quand a été mis en place le système de retraite par répartition. Donc, et la question, c'est que la question du partage des richesses est aujourd'hui un sujet tabou dans ce pays. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas en parler. C'est quand on en parle, c'est comme si, je sais pas, on venait d'une autre planète, quoi. Hein, c'est bon, et je pense que et les conséquences de ça, c'est effectivement, je veux dire, un affaiblissement considérable des droits collectifs, euh, tout ce qui avait été construit avec du temps, avec des mobilisations, est en train d'être détricoté à très grande vitesse. Et ça, on mesure pas forcément en quoi ça détruit non seulement des emplois, ça détruit des conditions de salaire, des conditions de vie, mais ça détruit aussi du lien social, et avec, encore une fois, les conséquences sur les enjeux de démocratie, quoi. Hein. Le problème, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on en fait un dogme et un but en soi, alors que, encore une fois, ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que je suis pas économiste, mais je pense que les choix qui sont faits en matière de lutte contre l'inflation, de monnaie forte ou plus faible, de taux de crédit, enfin, etc., c'est des choses qui devraient être en regard d'objectifs politiques comme le plein emploi, comme la lutte contre le chômage, comme l'harmonisation fiscale. Enfin, je veux dire, et c'est ça le problème, c'est-à-dire que ça devient un objectif politique, alors que ça devrait être simplement un outil économique qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, dont on se sert comme levier, dont on ne se sert pas, je veux dire, mais c'est ça qui ne va pas, c'est-à-dire le fait qu'on remplace les objectifs politiques, je veux dire, qui étaient portés de progrès social, de droit, oui, de lutte pour l'emploi, etc., par un dogme monétaire. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Oui, sinon je ferais pas de syndicalisme. Non, mais on est évidemment dans des questions de rapport de force et je pense que ce qui s'est passé l'an dernier, c'est-à-dire avec une promesse de campagne de renégocier, euh, une campagne qui est faite sur le thème de l'ennemi c'est la finance, on aurait pu penser qu'avec un peu de cohérence, voilà, le nouveau gouvernement et le nouveau président de la République ne pouvait pas accepter de signer un traité dans l'état où il l'avait trouvé, traité qui avait été négocié par Madame Merkel et Monsieur Sarkozy. Bon. Et effectivement, la manière dont les choses se sont passées, je pense que ça a contribué à très vite faire comprendre qu'il n'y aurait pas de changement, ou très peu de changement, ou quasiment pas de changement. Il n'y aurait pas de réorientation des politiques économiques suivies faites par le gouvernement précédent, et qu'au niveau européen, la France de François Hollande ne, ne, ne bataillerait pas pour, disons, changer de cap, ou en tout cas réorienter les choses. Bon. Et effectivement, bon, on n'était pas forcément très optimiste, mais je pense que ça a été, pour moi, le symbole de ce qui a suivi ensuite en France, le pacte de compétitivité, les 20 milliards pour les entreprises, l'accord national interprofessionnel de janvier, la loi, ce qui va se passer sur les retraites. Bon, voilà. Alors, effectivement, il pourrait, enfin, et qu'encore une fois, je pense que ça peut produire des effets pas bons du tout. Bon, maintenant, face à ça, je pense qu'effectivement, la question de mobilisation sociale doit être mise sur la table. Alors après, quelle capacité on va avoir à les mener, ça c'est les mois qui viennent qui le diront. Je pense que ce qui s'est passé au moment du TSSG avec la manifestation en septembre a été quelque chose d'intéressant et de positif dans la mesure où
on a été capable, le on relevant à la fois de partis politiques, de forces syndicales, de réseaux associatifs, etc., de redonner une dynamique citoyenne pour dire que quand même, on n'acceptait pas, enfin, cette situation-là, encore une fois, puisque François Hollande avait fait d'autres promesses. Bon, ça n'a pas été suffisant. Puis il y avait aussi un enjeu de calendrier. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard si François Hollande a voulu que les choses soient très accélérées, parce qu'il savait parfaitement que s'il laissait du temps pour développer un débat citoyen, ça serait sans doute très compliqué. Bon. Donc voilà, maintenant, moi, enfin, disons qu'on a devant nous, soit c'est effectivement ce qui l'emporte, c'est une déception extrêmement forte et une colère rampante contre ce gouvernement par rapport à tout ce qui a été fait, et qui soit cette colère rampante, elle se traduit en mobilisation sociale et en rapport de force. Bon, donc enfin en tous les cas, pour nous l'enjeu il est celui-là. Et s'il n'y a pas ça, encore une fois, le risque évidemment est que ça profite aux courants politiques les plus réactionnaires et les plus dangereux dans notre pays. Donc notre responsabilité, alors je dis notre à nous Union syndicale solidaire, à la place qui est la nôtre évidemment avec les limites, mais je dirais plus globalement la responsabilité de tous les mouvements sociaux et forces sociales et politiques qui existent dans ce pays, c'est faire en sorte de montrer que effectivement d'autres politiques sont possibles. Et qu'il n'y a pas de fatalité à ce que ça soit l'austérité, à ce que ça soit l'ultralibéralisme généralisé, à ce que ça soit finalement les multinationales et le patronat qui fassent la loi, quoi. Sur les mesures, il n'y a pas de surprise, hein. C'est, je veux dire, c'est la feuille de route de l'Union européenne qu'elle déploie dans tous les pays. Bon, donc de ce point de vue-là, il y a pas de surprise. Ce qui est évidemment problématique, c'est que c'est même plus des recommandations, c'est des injonctions. Et on voit bien que de ce point de vue-là, ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire avec les mémorandums, etc., finalement, quand on disait que c'était le laboratoire, la Grèce était le laboratoire de l'Union européenne, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que en Grèce, il y a des coups de force, et la Grèce a été totalement dessaisie. Enfin, bon, évidemment avec une collaboration de certains partis politiques en Grèce, hein, bien sûr. Mais bon, et en fait, quand l'Union européenne, la Commission donne des injonctions de ce type-là à la France, c'est un peu moins violent que les mémorandums, mais c'est quasiment du même niveau. Et je veux dire, le fait que François Hollande se soit rebiffé en parole en disant mais hors de question, c'est la France qui doit décider, sauf que quand on regarde concrètement, les éléments contenus dans ces injonctions de la Commission, c'est exactement ce qui est en train d'être fait par le gouvernement français. La réforme du travail, bah, l'accord national interprofessionnel, voilà, c'est exactement ça. La question de la réduction des déficits publics, c'était déjà le cas pour l'élaboration du budget 2013, et on voit bien que pour le budget 2014, ce qui commence à être mis sur la table va encore accélérer ça, donc avec ce que ça veut dire, hein, de diminution d'affaiblissement des services publics, mais d'affaiblissement, enfin, je sais même pas si on peut encore dire le mot affaiblissement, ça va être plus que de l'affaiblissement, c'est-à-dire on sait qu'il y a des services publics qui ne fonctionneront plus. Je veux dire, aussi bien dans des secteurs comme la justice, comme la fiscalité, ne parlons pas des hôpitaux. Bon, même l'éducation nationale considérée comme priorité, enfin, je veux dire, on voit bien toutes les difficultés. Bon, donc la politique du gouvernement français s'inscrit totalement dans ces injonctions, malgré les dénis du président de la République. Bon, l'affaire des retraites, bah, on est en plein dedans, on va être en plein dedans cet été au mois de septembre. Et donc, voilà. Et je veux dire, ce qui est encore une fois très problématique, c'est que les citoyens ne sont pas dupes. C'est-à-dire quand François Hollande dit c'est pas la Commission de faire les choix politiques de la France, et que en même temps les choix qu'il fait s'inscrivent exactement dans les injonctions de l'Union européenne, je veux dire, c'est une décrédibilisation totale à la fois de ce que fait le gouvernement et de ce que fait l'Union européenne.
Donc, je veux dire, pour ceux qui prétendent défendre la construction européenne, c'est eux qui mènent l'Union européenne et l'Europe dans le mur. Je veux dire, donc la responsabilité, d'une certaine façon, la responsabilité de la montée de l'extrême droite qui se nourrit évidemment de ça, je veux dire, les gouvernements actuels, y compris le gouvernement français actuel, en portent quand même une grande responsabilité. Je pense qu'on ne peut pas dédouaner le gouvernement français de l'espace de décision. C'est-à-dire que, enfin, le gouvernement français pouvait parfaitement décider de ne pas répondre à ces injonctions, comme il pouvait parfaitement décider de ne pas signer l'an dernier le TSCG. Je veux dire, évidemment, ça aurait sans doute produit une crise politique, mais une crise politique, c'est intéressant parce que ça met les contradictions à nu. Bon, et ça met aussi, on peut penser aussi que ça met en mouvement le débat politique dans un pays, mais même plus largement. C'est-à-dire ce qu'on rencontre en France, enfin, je veux dire, vous allez en Grèce, vous allez en Espagne, vous allez en Belgique, etc. Je veux dire, c'est les mêmes débats, c'est les mêmes questions qui se posent. Donc, je pense que le gouvernement français, et le gouvernement de François Hollande en particulier, puisque entre autres, s'il a été élu, c'est sans doute aussi avec ces enjeux-là, eh bien, il pouvait parfaitement prendre la responsabilité d'une crise politique et d'un débat politique sur ce qui est en train de se passer en Europe et dans l'Union européenne et des conséquences de ça. Et évidemment, c'était possible. Donc il y a, moi je refuse de dédouaner le gouvernement français au nom de l'Union européenne. Non, le gouvernement français, il a des marges de manœuvre politique, il a été élu pour ça, et donc il pouvait faire des choix qui ne rentraient pas justement dans ces injonctions ou dans ce fameux traité qui avait été négocié par le prédécesseur de M. Hollande. Écoutez, il y a un peu plus oui, un peu plus de 10 ans, on avait mis en déroute l'AMI, l'accord multilatéral, je sais plus, enfin bon, d'investissement, je crois que c'était ça, qui était hein, à peu près la même chose. Ils remettent ça aujourd'hui. On voit que là aussi derrière ça, c'est évidemment là aussi l'intérêt d'un certain nombre de multinationales. Là aussi, le gouvernement a beaucoup mis en avant l'exception culturelle, qui est évidemment importante, mais par ailleurs, le mandat qui est donné, dont on ne connaît pas exactement la teneur, et on sait parfaitement qu'il peut, même sur l'exception culturelle, être mis en cause à tout moment. Mais au-delà, pour nous, l'enjeu, c'est pas que l'exception culturelle, c'est-à-dire qu'il y a la question des droits sociaux, il y a la question des droits environnementaux, il y a la question de la souveraineté alimentaire, enfin une série de choses comme ça qui sont derrière. Et là aussi, on est à la fois dans des questions démocratiques, c'est-à-dire quel est le mandat qui est donné par la France aux négociateurs de l'Union européenne. Là-dessus, c'est quand même, il y a quand même pas beaucoup de transparence, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis comment les choses vont se faire au fur et à mesure. Bon, et que là, il y a un vrai souci parce que ça, c'est quand même des enjeux assez importants. Alors bon, je pense que là-dessus, si on n'a pas de mobilisation citoyenne comme on avait eu contre l'AMI, je pense qu'on est assez mal barré si on compte simplement sur les négociateurs du gouvernement français et les négociateurs de l'Union européenne. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu citoyen, il va falloir le faire apparaître au grand jour comme tel et sortir des aspects techniques qu'on nous présente toujours sur le fait que c'est très compliqué, qu'on peut pas, donc il faut garder les choses plus ou moins secrètes, etc., etc. Non, il faut mettre sur la table au grand jour les enjeux fondamentaux et effectivement en faire un vrai débat citoyen en France et évidemment en Europe. Alors, bon, ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste, parce que finalement c'est de ça dont on parle, il a émergé à la fin des années 90, date de référence Seattle, avec le blocage des négociations de l'OMC à Seattle. Bon. Donc c'est un peu ça, et je pense qu'à ce moment-là, c'est la prise de conscience que on peut pas seulement penser mouvement social, transformation sociale au niveau d'un pays, mais qu'il faut le penser effectivement face à cette mondialisation libérale bon, qui se développe de façon importante à cette période-là. Donc c'est un peu ça, c'est cette prise de conscience-là. C'est aussi l'idée que il faut arriver à donner des espaces de débat et de mobilisation et de réflexion à la diversité des mouvements sociaux. Diversité des mouvements sociaux, c'est-à-dire à la fois
mouvements ouvriers classiques, organisations syndicales, mais aussi des mouvements plus particuliers qui peuvent être sur la question du climat, qui peuvent être sur la question des inégalités Nord-Sud, qui peuvent être sur la question des femmes, bon, ou des réseaux spécifiques, je pense par exemple aux mouvements paysans, etc. Bon, donc d'essayer de trouver des espaces communs pour construire des points de vue communs et, si possible, des rapports de force en commun. Pour moi, l'enjeu, c'est celui-là, bon, et qui reste totalement d'actualité. Alors, ça a été au niveau mondial, ça a été au niveau européen, donc avec les forums sociaux mondiaux, déclinés au niveau continental et puis parfois plus localement. Bon, alors avec évidemment une contradiction qu'on a vue assez vite, c'est espace de débat qui dit pas forcément que sort de ça des rendez-vous de mobilisation partagés par tout le monde, par tous les mouvements qui se sont impliqués. C'est une des contradictions des forums sociaux, hein, on voit bien. Voilà. Après, difficulté en Europe, justement ces dernières années, parce que le processus des forums sociaux européens s'est un peu cassé la figure. Les derniers qui ont eu lieu à Malmö en Suède et à Istanbul en Turquie, c'était en 2008. Bon, ont été extrêmement limités dans leur participation, pas produit grand-chose, etc. Donc c'était un processus qui était un peu en difficulté. D'où un autre processus qui est en train de se construire, donc l'Alter Sommet, et qui vise là plus effectivement à mettre, disons, des organisations syndicales, des associations, des ONG, autour des questions sociales, même si c'est évidemment le social au sens large, hein, qui peut inclure les aspects environnementaux par exemple, ou les aspects égalité hommes-femmes, etc. Et pour le coup d'essayer de construire des plateformes, des textes en commun, mais aussi des rendez-vous de mobilisation. Alors, on l'a vu, il y a eu un premier Alter Sommet à Athènes début juin, je dirais qui a été intéressant, mais trop limité. C'est-à-dire qu'avec une participation relativement faible, quelques milliers de personnes, pas forcément une très grande implication des mouvements sociaux grecs, alors pour différentes raisons qui sont liées à la situation en Grèce, mais on voit que c'est un processus qui est en train de se construire avec un certain nombre de difficultés. Et les difficultés, il faut aussi se les dire, c'est que face aux politiques d'austérité extrêmement violentes qui se déploient dans la plupart des pays européens, en tout cas dans beaucoup de pays européens, les mouvements sociaux, ils sont un peu dans l'urgence aussi. Bon, face à ces politiques d'austérité, à leurs conséquences concrètes. Hein. Et donc, le fait de construire l'échelon européen peut être compliqué. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que on peut pas rester isolés les uns des autres. C'est pas possible. On peut pas être seulement dans la solidarité, c'est-à-dire quand je sais pas, il se passe des choses en Grèce, de soutenir, de faire de la solidarité. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive, même si c'est compliqué, à trouver des rendez-vous communs et à donner de la visibilité au fait que justement nous on refuse la mise en concurrence des peuples les uns contre les autres. Alors il y a peut-être par exemple en 2014 un rendez-vous qui pourrait être intéressant, c'est à l'occasion de la nouvelle installation de la Banque centrale européenne à Francfort. Bon, la Banque centrale européenne, le siège est à Francfort. Il va y avoir un déménagement pour des locaux beaucoup plus grands, beaucoup plus prétentieux, j'allais dire, mais à la mesure du rôle de la Banque centrale européenne aujourd'hui en Europe. Et donc, il y a eu déjà des mobilisations l'an dernier et cette année contre la BCE sur ce qu'elle représente effectivement des politiques libérales aujourd'hui en Europe. Et donc, il y a un rendez-vous qui pourrait se construire avec une grosse mobilisation sociale en 2014, au printemps ou à l'automne, à l'occasion de cette nouvelle installation de la BCE dans ces nouveaux locaux. Bon, donc c'est des choses comme ça qui se travaillent, qui sont pas faciles, mais je pense qu'on doit pas lâcher cet aspect-là, sinon effectivement on n'y arrivera pas, quoi. Parce que ce qu'il faut mettre en cause, effectivement, c'est ces politiques qui sont impulsées et même décidées par l'Union européenne et reprises par aujourd'hui la quasi-totalité des gouvernements en Europe, quoi. Et donc il faut aussi qu'on soit capable de, de, de mettre en réseau les résistances pour justement casser cette idée que si les Grecs ils ont une cure d'austérité, c'est normal parce que de toute façon ils ont été paresseux, qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, que si les Espagnols, c'est parce que aussi voilà, ils auraient pas tous devenu propriétaires, et puis que si en France on attaque les retraites, c'est quand même qu'en France on est quand même très privilégié, donc faut en finir avec ça. Donc je pense que l'idée c'est aussi
effectivement de dépasser ça, parce que c'est avec évidemment cette propagande-là que l'Union européenne et ceux qui reprennent ça dans les différents pays, eh bien, arrivent à faire passer leur politique. Alors moi, d'abord, je dis pas social-démocratie parce que voilà, parce que si on en était encore au temps de la social-démocratie, je pense que voilà, bon, mais ça c'est une parenthèse. Non, effectivement, enfin, bah, je pense qu'en partie, ce mouvement, il s'est constitué à côté, euh, pour l'essentiel. Je pense le mouvement altermondialiste, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui s'est constitué à côté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passerelles, parce que effectivement, y compris dans certains pays, des ONG, des réseaux, etc., peuvent avoir des liens. Mais en ce qui concerne, par exemple, je pense l'Europe, pour l'essentiel, enfin, les partis engagés dans les politiques sociales libérales, donc le Parti socialiste en France, n'a pas été au cœur de ce qui s'est construit, quoi. Hein. Bon, en 2003, évidemment, il y a eu des questions de financement, bon, à la fois par la mairie de Paris, mais aussi bon. Mais finalement, on a réussi à faire en sorte que l'indépendance soit assez gardée. C'est-à-dire qu'il y a pas eu de poids politique sur le contenu des débats, sur le contenu du programme, etc. Alors évidemment, après, dans un certain nombre de débats, il y avait des représentants du Parti socialiste ou de réseaux liés au Parti socialiste qui étaient invités dans des débats. Mais ça, c'est la règle un peu des forums sociaux. Je veux dire, c'est pas d'ailleurs forcément un problème parce que il y a suffisamment d'espace de controverse, etc. Bon, donc je pense. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais senti trop le Parti socialiste très à l'aise dans ces réseaux-là, pour dire les choses assez nettement. Voilà, donc je pense que c'est vraiment et ça draine beaucoup d'organisations de réseaux qui sont pas dans la mouvance de la social-démocratie, pour reprendre ce terme-là, à mon avis. Hein. Alors effectivement, on a organisé pour la première fois une rencontre internationale, en fait des syndicats avec qui Solidaire travaille. Donc encore une fois, qu'ils soient à la CES, à la CSI ou même pour certains à la FSM, ou qui n'y soient pas. Donc pour nous, c'était un peu la première fois où on mettait. Alors on avait co-organisé cette rencontre avec deux organisations syndicales, donc la CGT de l'État espagnol et le syndicat brésilien CSP Conlutas. Euh, et l'idée d'abord, c'était de montrer qu'il y a aujourd'hui une volonté, sans prétendre que évidemment on a regroupé tous les syndicats du monde qui se réclament de la transformation sociale et de la lutte. Évidemment non, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait pas beaucoup. Mais c'était quand même la première fois où on mettait en commun en fait, l'idée c'était de construire un espace commun. Hein de cette première rencontre et de montrer qu'au-delà des histoires syndicales très diverses d'un pays à l'autre, de certains, je dis par exemple comme la CGT espagnole, venant de l'anarcho-syndicalisme, la CSP Conmutas venant d'une autre tradition politique, plutôt de la quatrième internationale pour aller vite, Solidaire ne venant ni de l'un ni de l'autre, étant encore une autre histoire syndicale pour ne prendre que ces trois-là. L'idée, c'était vraiment qu'au-delà de ces histoires syndicales qui sont liées aux histoires politiques dans les pays, qui sont liées aux liens entre le mouvement syndical et le mouvement politique et les mouvements politiques, là aussi d'un pays à l'autre, les choses sont très très différentes. Bon, et donc au-delà de ça, que effectivement aujourd'hui partout dans le monde, il y a des organisations qui se posent un peu les mêmes questions, qui veulent réaffirmer la nécessité des rapports de force, la nécessité de la lutte de classe d'une certaine façon, mais la nécessité aussi de l'articulation avec les autres mouvements sociaux. Ça, je pense que c'était très présent. Bon, par exemple, un syndicat comme CSP Conlutas, mais aussi la CGT d'Espagne, sont aussi très investis sur la question femmes, sur la question LGBT, sur la question étudiante, etc. Donc, c'était aussi affirmer un peu ça en commun. Donc, il y a un texte qui a été fait, qui a un peu la plateforme commune, qui est pas un texte très revendicatif au sens de revendication du genre d'un SMIC mondial, etc. Parce que je pense que ça voudrait rien dire aujourd'hui de construire artificiellement ce type de revendication. C'est aussi l'idée que c'est un espace aussi de faire connaître ce qui se passe dans les différents pays. Ça, je pense que c'est aussi notre rôle, c'est-à-dire
d'aller au-delà de ce que raconte ou ce que raconte pas la presse, hein, sur ce qui se passe dans les différents pays, d'avoir des analyses sur ce qui s'y passe, de ce qui s'y construit. Bon, par exemple, ce qui se passe au Brésil actuellement, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que enfin, on voit qu'il y a des contradictions à l'œuvre dont personne il y a 6 mois n'aurait pu penser qu'elles se traduiraient comme ça. Bon, donc les syndicats, on appelle à une journée de grève et de manifestation et de blocage dans tout le pays là bientôt. Très bientôt même. Bon, voilà comment le mouvement syndical va être capable de répondre aux défis posés, par exemple, par un mouvement populaire tel qu'il se passe aujourd'hui au Brésil, qui est plein de contradictions. Bon, donc moi, je dirais que c'est plutôt un espace d'affirmation politique commune sur le rôle du syndicalisme aujourd'hui, c'est-à-dire de sortir de l'institutionnalisation et de retrouver peut-être finalement les fondamentaux du syndicalisme, de construire les rapports de force, la lutte de classe, et de l'articuler avec les autres mouvements sociaux et d'intégrer les dimensions écologistes, et les dimensions féministes, les dimensions de lutte contre les discriminations sur le terrain LGBT par exemple. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas penser l'avenir, à mon avis, du syndicalisme sans penser l'articulation de ces questions-là. Alors, évidemment, on a échangé aussi sur justement le droit syndical et là aussi les choses très très différentes. Alors, il y a des choses, bon, par exemple, le système syndical américain, enfin nord-américain, mais qui s'est aussi développé dans tout le continent américain, vu l'influence de ce pays au cours du XXe siècle sur tout le continent américain. Mais donc c'est un système qui est très différent de ce qu'on connaît par exemple en Europe. Mais on voit en Europe que depuis les années 80, il y a eu des tentatives, et pas seulement des tentatives, des mises en œuvre de régression et de restriction du droit syndical, du droit de grève, etc. Donc l'idée, c'est effectivement aussi de travailler à ça, déjà à comprendre ce qui se passe, et à voir par exemple que les attaques qu'il peut y avoir dans un pays à un moment donné, ben, finalement c'est des attaques qu'on va retrouver dans d'autres pays sous une forme ou sous une autre, quelques années plus tard, etc. Donc c'est aussi intéressant de travailler à ça et de peut-être aussi à un moment donné d'essayer de porter au niveau européen ce qui serait une harmonisation par le haut d'un droit syndical avec des principes communs dans toute l'Europe, par exemple.